Au 536e jour après les massacres commis par le Hamas en Israël, le Proche-Orient connaît un regain de tension sur tous les fronts. Alors pourquoi la guerre à Gaza a-t-elle repris entre Israël et le Hamas? Quels sont les ressorts de cette crise politique qui pousse des milliers d'Israéliens à descendre dans les rues? Quelles sont les stratégies régionales d'Israël envers le Liban, la Syrie et l'Iran? Nous en parlons tout de suite avec mes invités. Jean-Paul Chagnolot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, et directeur de la revue Confluence Méditerranée. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur les relations internationales, la Méditerranée, le Moyen-Orient, et vous venez de sortir avec Pierre Blanc un atlas des Palestiniens, itinéraire d'un peuple sans État, aux éditions Autrement. Rina Bassiste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondante à Paris de la radio publique israélienne Cannes. Vous écrivez aussi pour le site Al Monitor et pour le Jérusalem Post, notamment après avoir eu une carrière de diplomate au ministère israélien des Affaires étrangères. Georges Malbruno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au service international du Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, ancien correspondant à Jérusalem. Vous avez signé une dizaine de livres sur la région et le dernier est consacré au prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman sous le titre MBS confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Proche-Orient, coécrit avec Christian Chesneau en 2024. Patrick Saint-Paul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef international du Figaro. Vous avez été correspondant à Jérusalem, à Berlin et à Pékin. Alors commençons par Gaza. Est-ce que la trêve est morte et enterrée? Qu'est-ce qui s'est passé, Rina Bassiste, pour que les combats reprennent le 18 mars à Gaza? Bon, je crois qu'il n'y a pas de surprise parce que M. Netanyahou a dit dès le début, quand Israël a négocié cet accord de relâchement des otages, dès le début, en fait, il a donné des consignes comme si, en fait, il ne voulait pas passer à cette deuxième phase de l'accord. Donc, après 42 jours et le relâchement des 33 otages, il n'était pas du tout prêt à continuer avec cette deuxième phase où l'armée israélienne, au Tzahal, aurait dû se retirer complètement de la bande de Gaza. Et pourtant, il y a toujours 59 otages. 35 sont présumés morts, donc 24 présumés vivants. Donc il fait l'impasse sur ces otages? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la grande question. Et on voit en Israël ces derniers jours une multiplication en fait, de démonstrations dans la rue, les gens qui sortent. Il y avait déjà des démonstrations, mais là, les démonstrations deviennent même plus larges et plus conséquentes parce qu'il y a vraiment ce sentiment, d'abord parmi les familles des otages, mais aussi parmi beaucoup d'autres, comme si Netanyahou, d'une certaine façon, a renoncé en fait à cette idée qu'on peut sortir au moins ces 22 ou 24 vivants, qu'on peut les sortir en vie, qu'il est déterminé de continuer jusqu'au bout, jusqu'au moment où pour détruire le Hamas sera détruit. C'est toujours le but de guerre. Est-ce qu'il y a d'autres raisons militaires qui peuvent expliquer, Jean-Paul Chagnolot, la reprise des combats à Gaza? Je crois qu'il faut sortir du cadre simplement militaire. Le militaire est un élément, disons, de mise en œuvre. Donc, de mise en œuvre de quoi? C'est ça la vraie question. La mise en œuvre de quoi? C'est un plan global qui remonte à bien avant, d'ailleurs, même le 7 octobre, et qui vient de s'accélérer. C'est quoi ce plan global? C'est l'idée pour Netanyahou. Si on se met en 2020, par exemple, c'est l'idée d'essayer de ensevelir la question palestinienne, normaliser avec les États arabes, ce qui a été fait, et chacun sait qu'on n'est peut-être pas loin de normaliser aussi avec l'Arabie Saoudite. Bon, et puis il y a eu le 7 octobre, et par conséquent, tout a été remis en question. Mais l'idée de Netanyahou a toujours été celle-là, et avec une colonisation accrue. Donc le fait majeur, finalement, car effectivement, Netanyahou n'a jamais voulu aller vers la deuxième phase. Ça, c'était du temps de Biden, il faut rappeler ça. Et là, le moment fondamental, c'est l'arrivée de Trump, qu'il voulait d'ailleurs depuis longtemps, qu'il attendait depuis longtemps. L'arrivée de Trump, et il y a une phrase de Trump qui résume tout, c'est qu'il estimait nécessaire de faire évacuer, c'est-à-dire, si on prend les termes comme ils devraient être pris, c'est-à-dire déporter la population, ou une grande partie de la population gazaoui. Et c'est cette phase dans laquelle nous sommes, c'est la vraie question, c'est jusqu'où on va aller dans la dévastation demandée par Israël Katz, le ministre de la Défense, jusqu'où on va aller dans l'éventuelle déportation, c'est ça la vraie question. On va écouter dans un instant le ministre israélien de la Défense, mais tout de même,
est-ce qu'il est avéré que Donald Trump n'était pas favorable à la poursuite de la trêve, à la poursuite des négociations? Non, c'est pas avéré. Il ne s'est jamais prononcé contre la deuxième phase. Pour prolonger ce qui a été dit, Israël Katz l'a bien dit, on a les dessins israéliens maintenant qui sont sur la table, puisqu'Israël Katz a dit l'autre jour, notre but c'est d'annexer Gaza tant que le Hamas n'aura pas rendu des otages. Donc là, on a comme sur ça, la table... On commentera ce qu'il a dit. Écoutons-le, Israël Katz, ministre de la Défense israélien. קבלו את הצעת נשיא ארצות הברית, תחזירו את החטופים ותסלקו את החמאס, ויפתחו לכם אופציות אחרות, כולל יציאה למקומות אחרים בעולם למי שירצה. האלטרנטיבה היא הרס וחורבן מוחלט. En gros, il donne le choix aux Gazaouis entre pouvoir se réinstaller dans d'autres régions du monde ou l'alternative, la destruction et la dévastation totale. Alors on est dans le plan de Trump, quoi. Patrick Saint-Paul. Si c'était réalisable, ça se saurait. Je veux dire, les Gazaouis sont aujourd'hui... c'est réalisable, c'est l'effet de la guerre, peut-être. Oui, non, mais je veux dire, les habitants, les Palestiniens de Gaza, aujourd'hui, en ont quand même assez du Hamas. Simplement, le Hamas n'est pas dans une position de faiblesse suffisante pour qu'il soit défait par la population, si tant est qu'elle puisse les écarter. Donc c'est un vœu pieux, ce que dit Israël Katz. Pour revenir sur la déclaration de Katz, il reprend en fait totalement ce que dit Trump. Trump avait fixé un ultimatum en disant soit vous rendez tous les otages, et il avait donné jusque samedi, il y a 2 ou 3 semaines, soit l'enfer va se déchaîner à Gaza, comme si ça n'avait pas été le cas dans la précédente phase. Et en fait, il fait que reprendre le programme de... Rina Bassiste, on est vraiment dans le schéma où on prépare le terrain pour le plan Trump, là, de ce plan de Riviera bling-bling, avec des casinos et des hôtels à Gaza, mais sans la population palestinienne. Je ne suis pas tout à fait sûre, parce que quand on a vu cette fameuse conférence de presse, quand M. Netanyahu était à la Maison-Blanche, le président Trump a annoncé ses plans sur la rivière dans la bande de Gaza, on voyait bien, même en regardant le langage de corps de M. Netanyahu, il était surpris, il était même mal à l'aise. Je crois que tout le monde en Israël sait que ce plan, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un plan réalisable. Oui, mais ce n'est pas non plus une plaisanterie formulée par le président américain. C'est pas Jean-Paul Chagnolot, attendez, allez-y. Non, je pense que il faut arrêter de penser que c'est pas pensable. Je crois qu'on a un vrai problème, nous, disons les libéraux, avec ce genre de questions. Parce que ça nous paraît impensable, comme ça, que le président des États-Unis assume une politique de nettoyage ethnique. Bien sûr. Or, je crois profondément que toute une partie de la coalition actuelle, pas par hasard si Benvir est revenu, s'ils pouvaient le faire, ils le feraient. La question, c'est jusqu'où ils pourront aller dans la tentative de le faire. Mais il y a au moins 3 endroits où ça a été commencé très concrètement. Les déportations. Moi, je ne parle pas de déplacement de population, je parle de déportation au sens juridique du terme. C'est dans le nord, maintenant c'est dans un quartier de Rafah, et puis il ne faut pas oublier la Cisjordanie, où il y a près de 40 000 personnes qui ont été expulsées des camps de réfugiés de Tulkarem, de Jenin, de Nour Shams, et qui sont quelque part au sud de ces villes qui sont elles-mêmes dans le nord. Et j'ajoute un point important, pas très loin de la frontière avec la Jordanie. Donc, si ça continuait comme ça, cette faisabilité, elle pourrait être mise en œuvre. Il ne faut pas l'écarter, quoi. Steve Witkoff, le négociateur de Donald Trump, a déclaré dans une interview assez intéressante avec Tucker Carlson, qui est lui aussi un membre du monde MAGA, à propos de ce projet à Gaza, que les gens se trompaient, c'est pas un projet à 5 ans, ça serait complètement irréaliste. Nous, ce qu'on a, c'est un projet à 15 ans, 20 ans. Oui, et est-ce que ça change la donne, Patrick Saint-Paul? Est-ce que ça devient moins absurde d'imaginer ce qu'imaginent les Américains à l'échelle de 15 ou 20 ans? D'abord, il y a une des donnes du problème, c'est où vont aller ces gens. Et si c'est dans les pays voisins qui sont l'Égypte et la Jordanie, on voit que la Jordanie est déjà au bord de l'effondrement parce qu'elle croule sous les réfugiés venus de partout, à la fois de Palestine et de Syrie. Et on ne voit pas comment c'est envisageable. Le problème, c'est que Georges parlait de la faiblesse du Hamas tout à l'heure. Il faudrait que d'une certaine façon il y ait une alternative au Hamas, mais quand on voit Mahmoud Abbas
qui dit au Hamas pour le bien des Gazaouis renoncer au pouvoir. Il n'a aucune légitimité pour dire ça, Mahmoud Abbas. Il n'y a pas eu d'élection depuis 2006 en Palestine et l'autorité palestinienne est totalement discréditée. Et donc il n'y a pas d'alternative au pouvoir du Hamas et il n'y a pas de partenaire palestiniens. Les Israéliens ont tout fait pour détruire le partenaire palestinien et aujourd'hui il n'y a plus personne à qui parler, plus personne qui a d'autorité en Palestine. Ouais. C'est un problème. Alors Netanyahou ne veut pas d'alternative. J'ai dit ni le Hamas ni l'autorité palestinienne. Donc on est dans un. Mais alors c'est quoi la prochaine étape à Gaza, Jean-Paul Chagnollot ? Il faut prendre très au sérieux ce qui est dit par les autorités israéliennes. Je laisse de côté pour l'instant les Américains. Et ils le disent clairement. Ils disent qu'on veut faire en sorte de vider la population de Gaza. C'est ça qu'ils disent. Et ils ont fait des premières démarches d'une très grande brutalité, aussi en Cisjordanie. C'est ça qu'ils disent. Oui, et on va venir il faut prendre au sérieux ce qu'ils prétendent faire, parce que je crois que c'est tout à fait sérieux. C'est à ça qu'on assiste, Rina Bassiste ? Est-ce que cette reprise des combats vise à décourager les Palestiniens de rester finalement à Gaza ou pas ? Je ne pense pas, parce que je pense qu'il faut faire la séparation. Il y a l'idéologie d'un côté, et certes, il y a les ministres des extrêmes droites, comme vous l'avez bien dit, qui ne cachent pas leur vision. Ils aimeraient bien s'en débarrasser des Gazaouis, de les pousser hors d'Israël. Mais à côté de cette idéologie, il y a aussi la réalité. Et comme c'était bien dit, la réalité est que ni l'Égypte ni la Jordanie, ils ne vont pas accepter ces Gazaouites. Donc cette idée, même si elle plaît, certes, à l'extrême droite israélienne, moi je pense qu'elle n'est pas réaliste. Elle n'est pas réaliste. Pourtant, et d'abord parce que les Gazaouites, ils ne veulent pas y aller. Le gouvernement israélien vient de créer une nouvelle administration chargée du transfert des Palestiniens, du transfert volontaire, entre guillemets, mais c'est ce qu'a annoncé Israël Katz. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ce service public existe. Il avait existé après 67 jusqu'en 69 et il a été supprimé parce qu'aucun pays ne voulait accepter. En 67, il faut le rappeler, ça s'est mis en place. Pendant la guerre de 67, il y a eu environ 250 à 300 000 Palestiniens qui, pour la plupart, étaient des réfugiés qui vivaient d'ailleurs le long du Jourdain, dans la vallée du Jourdain, et qui ont été forcés de traverser le Jourdain en 1967, qui sont devenus des réfugiés en Jordanie. Donc ça s'est fait. Et ça s'est fait de manière très organisée. C'est pas par hasard, je veux dire. Et quand vous visitez la région de cette région, il y a quelques années encore, les camps, les habitations étaient encore là, mais vides, quoi. C'est resté longtemps assez vide. Donc c'est une réalité. Je veux dire, il y a déjà une pratique, sans revenir à la Nakba de 1948. Donc il est évident que évidemment, il y aura des résistances des Palestiniens d'abord, ça va de soi, des résistances aussi de la Jordanie, bien entendu, de l'Égypte aussi, mais c'est un rapport de force. Et j'ajouterais juste un mot, nous sommes dans une configuration internationale qui est quand même très différente, où tous les verrous juridiques et politiques ont sauté. Le Conseil de sécurité n'existe plus, aujourd'hui il ne peut plus intervenir, et on a un président des États-Unis qui veut mettre la main sur le Groenland, sur Panama, sur l'Ukraine, donc on est dans un contexte radicalement différent. Alors tout le monde ici a l'air de penser que finalement la reprise des combats s'inscrit dans cette logique de nettoyer Gaza. Vous pensez le contraire, Rina. Alors quel est l'objectif militaire là maintenant à Gaza pour vous ? Là encore, il y a d'un côté ce que le gouvernement dit. Le gouvernement de Netanyahou a dit assez clairement que le but, pour l'instant, de cette opération, c'est mettre la pression militaire sur Hamas pour que Hamas accepte une sorte de compromis, justement, pour le relâchement des otages. Avoir dit ça, bien sûr, on a les sentiments, je crois que beaucoup en Israël pensent ça, que le but ultime de Netanyahou est d'éliminer Hamas. Est-ce qu'il a un plan pour après ? Je ne pense pas, justement, et on a parlé tout à l'heure... Il n'y a plus grand-chose qui est debout à Gaza, mais le Hamas... Qui va gouverner Gaza. Là, je pense que lui, dans son imaginaire, il aimerait bien voir une sorte de coalition de pays arabes avec des forces internationales, mais pour gérer Gaza. Mais une vision que les Palestiniens ne vont pas accepter, bien sûr. Le problème à Gaza, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'unanimité, mais il y en a une au moins, c'est que personne, y compris les pays arabes, ne veut du Hamas après.
Les pays arabes ne veulent pas d'un Hamas, notamment militaire. Or, aujourd'hui, le Hamas a repris un peu le dessus. On voit bien qu'Israël a tué 20 000 hommes, le Hamas en a recruté 15 000, et ils sont encore là. Les pays, tous les pays, ne veulent pas du Hamas comme force qui reste après, notamment le Hamas militaire. Le Hamas lui dit, moi, le Hamas politique, je veux bien faire l'impasse, m'évaporer, etc., mais je garde mes armes pour compter. Or, les autres disent non, nous, la politique, tu peux rester, mais en revanche, on ne veut pas d'armes. Donc, le Hamas peut survivre sans aucun soutien des pays arabes autour? Je pense qu'on oublie une chose en disant ça, c'est que depuis des années, Netanyahou a choisi comme meilleur ennemi, si je veux dire, le Hamas. Oui. Et ça continue. C'est-à-dire que le Hamas... Vous pensez que ça continue? Il n'y a pas eu la rupture du 7 octobre? Parce que sinon, il y aurait une alternative. Il dirait, on va essayer de battre le Hamas au bout de 18 mois, il n'est toujours pas arrivé, pour des raisons qu'on pourrait essayer d'évoquer. Mais surtout, il a récusé toute forme de réflexion sur l'après, le fameux jour d'après. Oui. Bon. Et une des possibilités, c'était par exemple le plan des pays arabes, de la Ligue arabe, qui a été écarté, qui consistait à dire, eh bien, on va trouver une instance palestinienne sans le Hamas, et sans l'autorité palestinienne aussi. On a inventé quelque chose de nouveau. Et ils n'en ont pas voulu, ça n'a même pas été discuté. Mais je crois que ça arrange Netanyahou. Il y a toujours la volonté, quand on dit qu'il n'a pas de plan pour l'après, ils l'ont énoncé dans la presse israélienne, le plan, le jour d'après, c'est quoi? C'est qu'on continue d'avoir la domination politique et militaire sur la bande de Gaza. Oui. C'est pas pareil. Et le chef d'état-major, le nouveau chef d'état-major israélien, l'a clairement dit. Nous allons installer l'armée, nous revenons à Gaza pour y rester. C'est ce qu'il a dit. Donc la conférence qui est prévue au Caire début avril pour reconstruire Gaza, ça ne peut rien donner à ce stade, si ça reste sous occupation. On reconstruire Gaza alors que les bombardements continuent. C'est un problème éternel. À chaque fois, on reconstruit des ponts, des routes, etc., et des immeubles, et on détruit tout. Tant qu'il n'y a pas de solution politique, cette conférence est totalement prématurée. Et ce que disait M. Chaniolo, c'est que ça dure depuis Sharon quand même. C'est Sharon qui a tout fait pour détruire le partenaire palestinien. Quand il y a eu l'évacuation de Gaza en 2005, il a donné les clés en quelque sorte au Hamas, puisqu'il n'a pas voulu coordonner le départ des colonies de Gaza avec Mahmoud Abbas qui était déjà au pouvoir à l'époque. Et donc ça veut dire que tu n'existes pas et on fait du Hamas le meilleur ennemi. Et ensuite, il y a eu toute une phase où les Israéliens, y compris, disaient on va faire de Gaza un nouveau Singapour, on va laisser les Gazaouis utiliser toutes les installations. Mais c'était avec les Palestiniens, pas sans eux. On va les laisser utiliser toutes les installations, tout ce que cultivaient les colons israéliens pour exporter des fruits, des légumes, etc. Or, les frontières ont été fermées, tout a été fermé, et l'espoir est mort. Un mot de ce qui se passe en Cisjordanie. Est-ce qu'il y a une gazaïfication de la guerre d'Israël en Cisjordanie? On en est à 900, presque 1000 morts. 38 communautés déplacées. La réponse est évidente. Déportation de population, bombardement, expulsion des gens de chez eux, sans retour possible, complètement verrouillage absolu de tout le territoire. Et quand on connaît le territoire de la Cisjordanie, il faut rappeler que c'est quand même pas un très grand territoire. Il est très facile d'isoler les villes les unes des autres. Les Nations Unies recensaient le nombre de checkpoints, de barrages, qui est considérable. Il a déjà été dans le passé, mais là, on atteint des records absolus. Le terme utilisé par Le Monde il y a quelques jours était très bon. Asphyxié, on a complètement asphyxié, pas simplement l'économie qui est morte depuis déjà un bon moment, mais la société elle-même. Donc bien entendu. Et c'est pour ça qu'il faut penser Gaza. Pour vous, on est dans la même logique qu'à Gaza? Bien sûr, parce qu'on n'est pas à Gaza, on est dans la question palestinienne. Ils ne pensent pas uniquement à Gaza, ils pensent la question palestinienne dans sa globalité. Et l'idée, c'est de la liquider. Ils le disent d'ailleurs. Et il faut vraiment qu'ils se soumettent, ou bien qu'ils partent. C'est ça l'alternative. Rina Bassiste, vous démentez. Il y a toute une partie de la société israélienne qui ne veut pas se débarrasser de la question palestinienne et des Palestiniens. Je parlais de la coalition. Oui, donc deux choses. D'abord, si on parle de la société israélienne, bien sûr que la société israélienne est divisée. Ça fait des années que la société israélienne est divisée, mais on est quand même 1 an et demi après le 7 octobre. Et malheureusement, je pense que même les camps gauche en Israël
réalise que pour l'instant, on ne peut pas parler de la solution des deux États. Il n'y aura pas de négociations dans les médias sur ça, parce que la société israélienne, d'abord, est trop blessée, trop dans la peine. Et deuxièmement aussi, la faiblesse de Mahmoud Abbas était évoquée. C'est tout simplement, pour l'instant, il n'y a pas avec qui négocier. Et ça me ramène un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure. Et certes, Israël, il y a beaucoup à approcher au gouvernement israélien, le gouvernement de M. Netanyahou, mais il y a aussi une partie de la responsabilité de la situation dans les mains de l'autorité palestinienne qui n'a pas su, qui ne sait pas gouverner, qui ne s'est pas imposé, qui a en fait enregistré un échec. Et qui a quand même fait un gros boulot d'appui sécuritaire Qui continue quand même de collaborer, comme le dit Philippe, sécuritairement avec le Shin Bet, alors qu'en contrepartie, elle ne reçoit rien. Donc, et c'est bien la raison pour laquelle elle est complètement désavouée par les Palestiniens. C'est un vieux refrain, on était correspondant il y a 30 ans là-bas, c'était déjà le même dilemme. Et donc, évidemment, Mahmoud Abbas, aujourd'hui, comme Yasser Arafat en 2000, avant la deuxième intifada, il est nu. Alors, il est nu, il est très âgé. Mais ce qui est important, c'est qu'il a fini par comprendre, vous faisiez allusion à la conférence arabe, etc. Mahmoud Abbas a dit, il a quand même 90 ans, et il a dit, j'accepte de nommer un vice-président, j'accepte une amnistie à l'égard de mes opposants. Donc, ça veut dire qu'en gros, in fine et finalement, il entrouvre la porte de son successeur. Et effectivement, ce qu'il y a, c'est que à Gaza, où c'est insoluble, c'est que il y a Israël, Netanyahou qui ne veut pas ni du Hamas ni de l'autorité palestinienne. Il y a le Hamas qui est encore là, et puis il y a une autorité palestinienne qui est incompétente. Donc il faut recréer des acteurs. Effectivement, il faudrait pouvoir ramener un certain nombre, Barghouti, Darlan et compagnie. Mais Abbas a compris quand même que là, il fallait qu'il commence à concevoir son avenir, qui est quand même pour le moins. Sinon, les pays du Golfe l'ont bien dit. L'avenir de l'autorité palestinienne n'est peut-être pas l'avenir d'Abbas. Les pays du Golfe ont dit, vous n'aurez pas d'argent s'il n'y avait ni le Hamas, ni l'autorité palestinienne aujourd'hui. Il y avait une occasion essentielle, c'était il y a 4 ans. C'était au printemps 2021. Des élections étaient prévues, ont été organisées, c'est-à-dire, et il y avait beaucoup de jeunes qui, pour la première fois, enfin pouvaient voter, je parle des Palestiniens, et aussi bien présidentielles que législatives. Et au dernier moment, Mahmoud Abbas, sachant qu'il allait les perdre, ces élections, les a annulés. Et alors on fait un retour sur l'histoire un peu inutile, mais s'il avait accepté, on serait dans une configuration différente, puisqu'on aurait d'autres forces politiques, d'autres leaders. Malheureusement, et ça montre bien, au fond, l'incapacité des dirigeants palestiniens, et en particulier de l'autorité palestinienne, de penser le destin de leur pays, quoi. Ils sont fait complètement étouffés par les Israéliens, et n'ont pas été capables de s'imposer en quoi que ce soit. Juste un mot sur le Hamas, on dit, le Hamas est affaibli, ça fait 18 mois qu'on dit ça, sauf qu'on oublie, Georges l'a rappelé, mais plus on tue de gens du Hamas, plus d'autres viennent, quoi. Il y a une espèce il faut bien comprendre que cette organisation, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir de cette organisation, elle est profondément enracinée quelque part, parce qu'elle se bat. Voilà, c'est comme ça. Et il y a 15 000 nouveaux, c'est pas le chiffre, en tout cas des milliers de jeunes qui viennent ressourcer le Hamas. Une vingtaine de mille auraient été tués. On ne sait pas les chiffres véritablement. Mais si vous voulez, le mécanisme est en place, sans parler de la Cisjordanie. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, malheureusement. Venons-en à cette crise politique en Israël. Les Israéliens manifestent tous les soirs sous les fenêtres du Premier ministre et un peu partout dans le pays. Ils manifestent pourquoi exactement ? Rina Bassiste. Il y a d'abord, bien sûr, la question de cesser le feu, il critique la reprise de la guerre et le fait que les otages risquent d'être sacrifiés. Ça, c'est une chose. Ça, c'est un point. La deuxième chose, en fait, et ça nous ramène à la situation en Israël, en fait, avant le 7 octobre, si vous vous souvenez, toute l'année qui a écoulé avant le 7 octobre, il y avait déjà une crise sociétale et politique très grave en Israël, parce qu'il y avait cette réforme judiciaire qui était avancée par le gouvernement israélien, qui a suscité énormément de démonstrations, énormément et elle est toujours de sur rejets. La table. Voilà. D'une certaine façon, elle est toujours, pas toujours, elle est revenue en fait sur la table parce qu'elle n'a pas été adoptée, elle était gelée pendant toute cette période après le 7 octobre, toute cette année après le 7 octobre. Le gouvernement s'est arrêté, c'était plus possible de parler de ça, mais là, ça revient sur la table. Comment ça revient sur la table ? Donc, d'abord, il y a le limogeage de Ronen Bar, le chef de Shin Bet. Et ça peut peut-être c'est lié à la réforme judiciaire, ça ? Ça peut surprendre en fait les Français, mais en Israël,
et c'est très clair depuis le 7 octobre, c'est qui en fait qui essaye de freiner cette but de Netanyahou d'aller jusqu'au bout avec l'opération militaire, ce sont les chefs des agences de sécurité. Ce sont les gens qui, en France ou en Europe, peut-être étaient aperçus comme les plus à droite. Ce n'est pas la situation en Israël. Il y a une tradition, c'est les gatekeepers. Voilà, c'est les gatekeepers. Donc il y a d'abord ça. Ronen Bar, qui est le chef du Shin Bet, la sécurité intérieure, ce que lui reproche Netanyahou, c'est d'enquêter sur les failles de sécurité qui ont permis le 7 octobre. Entre autres. En partie. Donc, ça, c'est une chose. Il y a aussi l'enquête que le Shin Bet mène maintenant, l'affaire Qatargate, comme on l'appelle ça, qui vise aussi... Ça, c'est des conseillers de Netanyahou qui auraient reçu de l'argent du Qatar pour améliorer l'image du Qatar au moment où le Qatar finançait le Hamas avec le feu vert de Netanyahou à Gaza. Donc on a ça. Donc là, on a déjà deux raisons. Et il y a la troisième, et ça nous ramène à la question des otages, parce que Ronen Bar faisait partie en fait de l'équipe de négociation. Il était mis à côté maintenant, justement, parce qu'il était en train d'avancer un accord et écarter cette possibilité de guerre. Donc on a limogeage de Ronen Bar. On a aussi les débuts de limogeage, on ne sait pas si ça va se faire de la procureure générale. Et on a aussi la tentative du gouvernement justement de revenir à cette réforme judiciaire avec la nomination d'un comité pour nommer des juges qui va être plus favorable aux juges avec une certaine affiliation politique, ce qui n'était jamais eu avant en Israël. Donc tout ça... Ça fait sortir les gens dans la rue. C'est une trumpisation de la société israélienne, Patrick Saint-Paul. Il y a un parallèle qu'on peut dresser, c'est le rapport qu'entretient Netanyahou avec ses agences de sécurité est le même que celui que Trump entretient avec les siennes. C'est-à-dire qu'il y a un désaveu permanent du chef de gouvernement ou du chef de l'État parce que ces agents de sécurité disent des vérités qui sont déplaisantes et que le chef ne veut pas entendre. Et en Israël, depuis ça fait au moins 15 ans qu'un certain nombre de responsables de services de sécurité sont sortis du bois en disant il n'y aura pas de solution militaire, il n'y aura pas de solution sécuritaire. C'était eux les responsables, donc ils avaient une crédibilité pour le dire. Il y a eu tout un documentaire où ils ont été interviewés qui a eu un énorme impact, où ils disaient il n'y aura pas de solution sans solution politique. Et c'est exactement l'inverse de ce que veut entendre un Netanyahou ou un Trump, parce que pour eux, il n'y a que des solutions pratiques, des solutions, voilà, on va déplacer les gens de Gaza, et tout ça ne pose pas de problème, et c'est l'inverse de ce que disent toutes ces agences de sécurité. Donc évidemment, on les limoge quand ils disent des choses qui sont gênantes. Jean-Paul Chagnolot ? Je crois que si on prend les choses de manière plus globale encore, nous sommes dans un moment de l'histoire, pas simplement du Proche-Orient, où ces mouvements, disons, populistes, au sens très fort du terme, prennent ascendant. Et un des cœurs du populisme, ou du national-populisme, c'est en fait dévitaliser l'état de droit. Dévitaliser l'état de droit. Alors, c'est ce qui se passe de manière terrible aux États-Unis, mais c'est pas une réforme judiciaire qu'il y a en Israël. C'est pas vrai, c'est une attaque de l'état de droit. On dévitalise... Une guerre contre la démocratie, bien sûr. Et dans le cas d'une radicalisation de la société israélienne depuis 20 ans, ça c'est encore un sujet, mais il y a un soubassement sociologique. Mais la réalité est celle-là. On veut affaiblir la Cour suprême, on veut affaiblir les services de sécurité, et vraiment il y a quelque chose de très profond, quoi. Et il y a toute une partie de la société israélienne qui se bat contre, évidemment, mais c'est ça dont il est question. Ils demandent quoi, les manifestants ? Ils veulent la démission du Premier ministre, ou ils veulent simplement... Ils veulent l'état de droit. Oui. Je pense que personne s'imagine maintenant que M. Netanyahou, de son plein gré, va se démissionner. Ce n'est pas sur la table. Je pense que même ses opposants ne songent pas. Il a des casseroles personnelles. Il ne va pas les faire. Voilà. Il pourrait finir en prison. S'il n'a pas les fait jusqu'à maintenant, il ne va pas les faire. Et tant qu'il a la majorité, il va rester à la tête du gouvernement. Il a 68 voix sur 120 à la Knesset. Il est tranquille.
il est assez tranquille parce que là, il y a des retours. Ça veut dire qu'il va obtenir la tête du chef du Shin Bet, il va obtenir la démission de la procureure générale, vous pensez? Ça, on va voir, parce que la Cour suprême va quand même délibérer sur le sujet. Sur Ronen Bar, il y a déjà une session qui est fixée pour le 8 avril. Donc, on va voir ce que la Cour va dire. Le processus de limogeage de la procureure générale est beaucoup plus compliqué. Donc là, il a encore plusieurs étapes pour y arriver. Ce n'est pas sûr qu'il va y arriver. Est-ce qu'on a déjà vu quelque part le pouvoir exécutif calé dans ce type de bras de fer? Est-ce que finalement, il n'emporte pas toujours? C'est une question de rapport de force politique. Oui. Et les rapports de force politique. Mais vous avez à l'esprit des cas où un patron des services de sécurité tient la dragée haute au Premier ministre, ou que ce soit? Ça paraît mal engagé. En Israël, ça sera une première, si vraiment il est limogé, justement parce que le chef de Shin Bet a une telle crédibilité au sein de la société israélienne. Tous les chefs de Shin Bet étaient toujours considérés comme des hommes droits, comme des hommes avec beaucoup de... qui ont donné et qui ont mis leur vie en péril, aussi leur vie de famille, pour ce genre de postes. Donc là, c'est vraiment un tremblement de terre, je pense, pour la société le israélienne. Forum Business, les 200 plus grands patrons d'entreprises israéliennes, la Histadrut, la grande centrale syndicale, menace d'une grève générale, c'est quelque chose que Netanyahou doit prendre au sérieux? C'est difficile à dire. Là, c'est difficile aussi à dire s'ils peuvent, if they can deliver. Parce que la menace de grève générale, c'est une chose. Il y a sûrement beaucoup de gens en Israël qui adhèrent en principe à cette idée, mais il ne faut pas oublier que le pays traverse une crise économique aussi très grave depuis le 7 octobre, avec des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui sont partis pour faire les services militaires comme réservistes pour 100 jours, 200 jours. La guerre affaiblit les forces vives de l'économie israélienne. Il y a tous les high-tech israéliens qui souffrent. Et donc, dans cette situation, est-ce que vraiment tous ces gens ils vont répondre à cet appel de grève générale et ils vont arrêter? Est-ce que dans les sondages, Netanyahou garde la faveur de l'opinion israélienne? S'il y a des élections demain, est-ce que vous êtes sûr que Benjamin Netanyahou ne serait pas réélu? Non, pas du tout, justement. Là, il a, je crois... Vous avez des sondages en tête ou il est populaire? Disons, c'est un peu compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Et dans les sondages, il n'a pas la majorité, en tout cas, son camp n'a pas la majorité, mais le problème est que dans les camps adversaires, qui n'est pas complètement un camp de gauche, c'est un camp où il y a les gauches, il y a les centres, et il y a aussi les partis arabes. L'émiettement de l'opposition, le maintien en position de force. Il y a encore les partis arabes et... Une partie de l'opposition de M. Netanyahou a déjà dit qu'ils ne vont pas faire coalition avec les partis arabes. Et sans les partis arabes, en fait, personne n'a la majorité. C'est ça, en fait, c'est là où ça se coince. Jean-Paul Chaniolo. Un mot pour dire que quand on dit la gauche, il faut savoir de quoi on parle. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Si je prends juste un chiffre d'il y a 30 ans, en 1992, au moment où ils ont lancé le processus d'Oslo, le Parti travailliste et Meretz avaient 56 sièges à eux seuls, sur 120, 50. Donc ils étaient à 2 doigts de la majorité. Aujourd'hui, ils sont quoi? 7, 8, 10 sièges, rien du tout. Et aux dernières élections, ils ont failli ne pas avoir le seuil, puisqu'il y a un seuil minimal. Donc la gauche est effondrée. Il n'y a plus cette alternative qu'il y a eu jusqu'en 1900, disons, jusqu'à la deuxième intifada. Donc il n'y a plus de gauche. Il y a la droite, l'extrême droite, tout le spectre politique israélien s'est déplacé vers la droite et l'extrême droite. C'est pas par hasard si on a aujourd'hui cette coalition où un Ben Gvir s'en va et peut revenir. Est-ce que le soutien de Trump renforce Netanyahou? Ça, c'est Patrick Saint-Paul. Ça renforce des gens comme Ben Gvir, qui est issu du mouvement des collines et dont la matrice est le sionisme religieux et d'expulser les Palestiniens de leurs terres. Et avec quelqu'un comme Trump, ces gens-là se disent que tout est possible, que leur rêve est à portée de main. Et avec l'émiettement justement de tout le paysage politique israélien, ces gens-là sont les seuls à engranger des points et qui peuvent dire à leur base électorale regardez, on avance vers notre objectif, on propose Trump lui-même le dit, on va pouvoir enfin expulser les Palestiniens de Gaza, on les expulse de Cisjordanie, et donc leur projet politique avance, c'est les seuls en Israël.
Un mot sur cette conférence contre l'antisémitisme à laquelle sont invités Marion Maréchal et Jordan Bardella. On est dans un nouveau monde, là, où c'est la première fois que ces dirigeants politiques de droite radicale vont en Israël. C'est un nouveau monde, mais qui était déjà annoncé depuis quelque temps, parce que si on regarde un petit peu les déclarations du ministre des Affaires étrangères israélien, Gideon Sa'ar, déjà il y a quelques semaines, il a dit que son ministère a rédigé un rapport, a examiné en fait tous ces partis d'extrême droite européenne et a conclu que parmi tous ces partis, pas tous les partis, il y en a quelques-uns avec qui Israël peut discuter. Donc là, encore, il y a un changement donc c'est le cas de reconquête, catastrophique, si on peut dire, de la politique israélienne, qui a toujours considéré, par exemple, le Rassemblement national, mais aussi les démocrates suédoises comme des partis avec qui on ne peut pas discuter. Parce que soit il y a des racines antisémites ou des racines nazies ou néo-nazis. Et là, effectivement, il y a un grand changement, ce qui bouleverse. Moi, j'ai discuté pas mal ces derniers jours avec des leaders de la communauté juive française qui sont absolument choqués, effondrés. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi Israël... Mais la communauté juive française est elle-même divisée et pas entièrement dressée contre la droite souverainiste en France, loin de là. Disons, si on parle avec les leaders de la communauté juive française, là, je ne crois pas qu'il y a une division. Là, je crois que c'est sur la table très, très clair qu'il ne faut pas... Et ça fait débat en Israël, cette visite? Pardonne-moi? Ça fait débat en Israël, cette visite? Ah oui, énormément. C'est très commenté. Énormément. Ouais. Et même si, j'évoquais tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, qui a dit qu'il va participer. Il a dit ça hier quand il était en conférence de presse avec Kaya Kalas. Il a bien dit qu'il va participer à cette conférence. Oui. Mais l'initiative de cette conférence était du ministre de la diaspora, Amichai Shikli, qui est même plus à droite que lui. Par contre, au sein du ministère, quand on parle avec des diplomates israéliens, on sent bien la gêne. Disons, c'est pas nous, c'est le ministère de la diaspora, nous on veut rien à voir avec eux, donc ça reflète un petit peu, je pense, les débats en Israël. Oui, Jean-Paul c'est pas vraiment, enfin, c'est à la fois nouveau et pas nouveau, parce que depuis déjà des années, Netanyahou noue des relations avec des gens comme Orban. Et donc il y a déjà des alliances qui sont faites, des connivences qui sont faites, et ce retournement, ce qui est frappant, c'est qu'il est de plus en plus massif, quoi. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur les forces d'extrême droite, où qu'elles soient. Et on a aujourd'hui des contacts, des connivences qui vont de Washington à la Hongrie, en passant par la France, et c'est ça qui est préoccupant. Et dans ce cadre-là, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que les référents juridiques, aussi bien les référents juridiques internationaux, le droit international, le droit humanitaire d'un côté, et les références d'un état de droit, tout ça s'est remis en question. Et c'est ça qui est très préoccupant. Alors venons-en aux aspects régionaux. La guerre a également repris entre Israël et le Liban. Il y a pas mal de frappes aussi israéliennes en Syrie avec ce nouveau régime Al-Joulani. C'est quoi les ambitions d'Israël vis-à-vis du Liban et de la Syrie, Georges Malbrunno? Les ambitions d'Israël, c'est de changer l'environnement régional. Il y a eu le 7 octobre, et ensuite il y a eu le 8 octobre, le Hezbollah a commencé sa guerre contre Israël, appuyé par l'Iran, ensuite il y a eu les Houthis, etc. Et donc, du Yémen, du Yémen, et un peu aussi à partir de la Syrie. Donc Israël s'est dit, il faut changer cet environnement régional, sachant que le Hezbollah est bien plus dangereux pour nous que ne l'est le Hamas. Donc pendant 6 mois, il y a eu l'Iran, via ses relais, a eu, je dirais, la maîtrise un petit peu de ce jeu-là, et puis Israël a repris la main en mai lorsqu'ils ont bombardé le consulat iranien, iranien à Damas, et à partir de là, vous avez vu la bascule. Et donc voilà. Et, avec l'affaire des beepers, des talkie-walkie, ils ont quand même porté des coups très sévères au Hezbollah. Exactement, et ça permet de rebondir aussi. Pourquoi Netanyahou dispose encore d'une popularité importante en Israël? Parce qu'il a remporté quand même des succès
tactique très important. Le Hezbollah a été considérablement affaibli. Stratégique, stratégique non, parce qu'il n'y a pas de stratégie derrière. C'est bien ça le problème. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique ni à l'égard du Hamas. Il ne remplace pas le Hamas. Le Hezbollah, il l'a affaibli, mais le Hezbollah est encore là. Il y a l'Iran, etc. Il y a le président Aoun, Joseph Aoun, qui vient à Paris là, cette semaine, en fin de semaine. Il vient chercher quoi auprès d'Emmanuel Macron? Il vient chercher, d'abord, il vient remercier Macron pour son aide. Il va y avoir une conférence internationale. Mais il a l'air très inquiet. Il dit qu'il y a un nouveau risque de guerre entre Israël et le Liban. Il y a un nouveau risque de guerre parce qu'Israël, effectivement, veut détruire le Hezbollah, mais c'est impossible. Israël a considérablement affaibli le Hezbollah au sud du Litani, mais on ne peut pas, le Hezbollah, garder 50% de sa capacité. Mais je crois que le gros morceau dans tout cela, on en parlera, c'est l'Iran après. Oui, parce que là, il y a l'idée de cette coalition, en fait, ça peut se ramener à un mot, quoi, domination. Ouais. Domination, évidemment, des territoires palestiniens occupés dans des conditions qu'on vient d'évoquer, mais aussi dominer la région, c'est-à-dire dominer le Sud-Liban. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps au Sud-Liban, enfin, pas tout à fait au Sud-Liban, mais pas loin, pour des raisons de sécurité. Et là, on me disait, mais on n'est plus en sécurité, justement, parce qu'on sent qu'à tout moment, soit on peut être bombardé, soit on peut être, au contraire, attaqué. Enfin, il y a ce sentiment d'inquiétude profonde, et beaucoup de gens dont les maisons ont été démolies, à Riam, par exemple, eh bien, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'osent pas recommencer une reconstruction aujourd'hui, alors que c'est chez eux, ils pourraient le faire facilement. Et des gens qui n'avaient rien à voir avec le Hezbollah, mais qui habitaient là. Et donc, il y a cette incertitude. Et au fond, ce qui profite pour l'instant à Israël, en tout cas à cette coalition. Et pour la Syrie, c'est un peu la même chose. Ils ont pris des gains militaires. Mais ce qui me paraît important, c'est ce que, quand Georges parle de tactique, je crois que c'est vrai, c'est sans perspective autre que celle d'une domination militaire. S'il n'y a pas derrière l'idée d'un plan politique global qui viendrait rééquilibrer les choses, eh bien, on va vers une guerre sans fin, parce que toute cette tactique est construite sur quoi? Sur la destruction. La destruction au Sud-Liban et la domination. Mais ça ne tiendra pas. Ça peut tenir quelques années, peut-être, mais ça ne tiendra pas. Israël peut avoir on est dans une guerre sans fin, quelque part. Prudence légitime vis-à-vis du nouveau régime en Syrie, non? Bien sûr, bien sûr. Joulani, qui est un ancien d'Al-Qaïda. Qu'on règle les choses, c'est ça que je veux dire. Pour l'instant, le nouveau régime syrien est plutôt sympathique à l'égard d'Israël. Ahmed al-Shara, toutes les personnes que j'ai vues qui l'ont rencontré, m'ont dit à aucun moment il n'incitait l'occupation israélienne du plateau du Golan. Lui, il a une politique de zéro ennemi, et donc il a été. Mais Israël s'accommodait assez bien de Bachar el-Assad, non? Israël préférait Bachar el-Assad, évidemment. Bien sûr. On en a la preuve aujourd'hui. Oui, Rina Bassiste, sur le Liban et la Syrie. D'abord, peut-être un mot sur le Liban, parce que je pense que pour Israël, il y a une certaine. On essaie en fait de séparer ça de la question palestinienne. Le Hezbollah, c'est une menace contre Israël, et depuis le 7 octobre, une menace même plus forte que c'était avant. Mais aujourd'hui très affaibli, c'est d'ailleurs mis au crédit de Netanyahou. Très affaibli, mais il y a encore des dizaines de milliers d'Israéliens qui n'ont pas encore retourné chez eux dans le nord d'Israël. Il faut quand même dire que Tsahal s'est retiré de la plupart du sud du Liban. Il restait dans 5 sites vraiment sur la frontière. Et ils ont aussi poussé leurs pions sur le Golan syrien. Hein. Oui, et d'une certaine façon, Israël maintenant attend de voir qu'est-ce que les Libanais vont faire. Il faudra que l'armée libanaise s'affirme, il faudra que la FNUL s'affirme. Si ça peut fonctionner, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, c'est très clairement qu'Israël va agir. Patrick Saint-Paul. Je pense qu'elle ne s'affirmera jamais parce que c'est un problème de mandat. Et l'armée libanaise, c'est la seule institution qui, au Liban, fonctionne encore à peu près, mais dans toute sa faiblesse. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle est incapable de se déployer au sud du Mais jusqu'à présent, on disait qu'elle était moins forte que le Hezbollah. Est-ce qu'il n'y a pas eu un rééquilibrage? Justement, c'était tout le problème de... C'est toujours le Hezbollah qui est le fort. Reste la première force militaire au Liban. D'accord. Mais ce qui est intéressant de signaler quand même, parce que, et moi je ne suis pas un défenseur de Netanyahou, mais aujourd'hui, l'armée libanaise agit contre le Hezbollah lorsque les renseignements israéliens appellent le militaire américain qui est à Beyrouth pour la coordination avec le français, et le militaire américain va dire à l'armée libanaise « tu vas traiter le Hezbollah ». Mais l'armée libanaise est en mesure de neutraliser le Hamas, le Hezbollah? Oui, au sud, avec une certaine bienveillance du Hezbollah, mais pas au nord du Litani. Dans tout ce que nous disons, si on peut être d'accord, je crois, c'est que établir un rapport de force du point de vue militaire en relations internationales, c'est un classique absolu. Oui.
quelles que soient ensuite les conséquences. Je veux dire, mais si on va aller plus loin, il faut que sur la base de ce rapport de force nouveau, eh bien, on propose un plan politique, on propose des orientations politiques. Or là, il n'y a rien. Absolument rien. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ce sont des pays voisins, souverains. Qu'est-ce qu'on doit proposer? Et sur Netanyahou, jamais Netanyahou n'a proposé, si on revient sur Gaza et la Cisjordanie, il n'a pas fait une proposition ou n'a pas commencé à discuter avec la Ligue arabe. Il n'y a jamais eu une proposition politique au sens d'un règlement par cette coalition. C'est ça que je veux dire. Georges Malbruno, très vite là-dessus. Elle est simple. Israël, depuis sa création pratiquement, à l'égard de son voisinage arabe, a toujours eu la politique d'aider les minorités face à des États qui doivent être des États faibles. Donc, c'est ce qui, aujourd'hui, se passe. Vous avez au Liban, on va aider les chrétiens, ils l'ont fait en 82. Vous avez en Syrie, on va aider les Druzes, les Alaouites aussi. En Irak, on va aider les Kurdes. C'est ça la politique israélienne. Passons à l'Iran alors. Est-ce que cette logique s'applique à l'Iran aussi ? Parce que l'Iran, il faut bien dire que c'est quand même l'éléphant dans la pièce, le gros morceau et le vrai objectif historique de Netanyahou, n'est-ce pas? Oui, pour moi, là, la clé n'est pas dans les mains des Israéliens. La clé est chez Trump. Chez Trump. Il a mis sur la table, soi-disant, une deadline de 60 jours, mais on ne sait pas si cette deadline, il est vraiment sérieux ou est-ce que juste sa façon, il a tellement parlé dans ça. On va l'écouter, Donald Trump, là-dessus. I would rather negotiate a deal. I'm not sure that everybody agrees with me, but we can make a deal that would be just as good as if you won militarily. But the time is happening now. The time is coming up. Something's going to happen one way or the other. I hope that Iran, and I've written them a letter saying, I hope you're going to negotiate, because if we have to go in militarily, it's going to be a terrible thing for them. Alors, Steve Witkoff, le négociateur de Trump, a dit que dans cette lettre, dit en gros « Je suis un président de paix, il n'y a aucune raison d'en venir aux armes, nous devons parler et écarter les idées fausses ». Il y a vraiment, vous pensez, une volonté de Trump d'éviter une guerre qui serait à haut risque, évidemment, avec l'Iran? Jean-Paul Chaniolo. Je pense aussi qu'il n'a pas envie d'ouvrir un tel front, d'autant plus que ses alliés dans la région le poussent dans le même sens. Je pense que pour Riyad, pour Mohammed Ben Salman, il n'a aucun intérêt à ce qu'il y ait un affrontement. Celui qui pousse plutôt pour la guerre, ça serait Netanyahou. Les Saoudiens sont clairement en faveur d'un deal et ils ne veulent pas d'un conflit. Les Émiratis seraient dans une situation très difficile aussi. Donc je crois que les pays du Golfe n'ont pas intérêt. Donc comme ils sont proches des Américains, je crois que... Patrick Saint-Paul. Et d'ailleurs, il utilise les Russes pour faire passer des messages aux Iraniens. C'est un peu les intermédiaires en ce moment. On sait qu'il a des conversations... Trump utilise les Russes pour parler aux Iraniens et les convaincre de négocier. Pour les convaincre de négocier. Et simplement, il y a aussi Michael Waltz qui dit, contrairement à Witkoff, il dit on veut une démilitarisation complète, une dénucléarisation complète de l'Iran, c'est-à-dire zéro enrichissement, limite sur les missiles. Donc, il y a deux discours. Et évidemment, ça, c'est un discours. Et en Iran, il y a deux discours aussi. Le guide suprême dit absolument pas de négociation, parce que ça sera une capitulation. Et vous avez Arakchi, le ministre des Affaires étrangères, qui n'a pas beaucoup de voix au chapitre, qui dit on peut négocier, etc. Je pense quand même que les Iraniens aujourd'hui sont dans une posture délicate, parce qu'ils ont perdu leurs alliés régionaux. Il leur reste plus que l'Irak comme terrain de jeu, mais c'est précaire. Et donc je crois qu'aux États-Unis, poussé par Netanyahou, la menace est sévère d'une opération militaire. Rina Bassiste. Oui, non, je suis d'accord avec Georges. Je pense qu'à la fin, tout le monde veut faire des affaires. Trump le premier. Donc le président américain, je pense pour lui, il préfère avoir un deal avec les Iraniens qu'avoir la guerre ou une attaque contre les Iraniens, parce que c'est sa façon en fait de faire des affaires. Et les frappes contre les Houthis, il faut les comprendre comment, Patrick Saint-Paul? Les frappes contre les Houthis, ça fait partie du frappes américaines, d'affaiblir les proxys de l'Iran. Mais le problème, c'est
quand l'Iran est privé de ses proxys, les proxys permettent à l'Iran d'avoir leur parapluie de sécurité régionale. S'ils n'ont plus ce parapluie, ça veut dire qu'il leur reste quoi comme option? Il ne reste que le nucléaire. Et donc c'est ça le danger, en fait. L'Iran est très affaibli. Ils ont aussi perdu une grande partie de leur couverture antiaérienne lors des frappes d'Israël en octobre. Donc ils n'ont plus leur proxy, enfin, ou presque plus. Ils ont une vulnérabilité sur les attaques aériennes potentielles d'Israël. Est-ce qu'il est envisageable que Netanyahou disent c'est le moment ou jamais, il faut frapper les installations nucléaires iraniennes? C'est ce qu'il dit aux Américains. C'est ce qu'il dit aux Américains. Les Américains ont donné des délai de 2 mois. Il faut d'abord, je pense, qu'ils traitent l'Ukraine. Et après, comme le disait Patrick, je pense que les Russes, et c'est le jeu iranien, de dire les Russes vont un peu nous protéger. Et convaincre Trump qu'il faut négocier, etc. Simplement, les termes de la négociation offerts par ce qu'on croit comprendre de Trump, c'est une reddition. Et le monsieur qui négocie quand même en Iran, c'est l'ayatollah Khamenei qui a 85 ans. Trump part toujours de position maximaliste, et puis à l'arrivée, Mais il est 85 ans, il s'est fait rouler dans la farine une fois déjà par Trump, donc ses conseillers aujourd'hui, quand ils vont lui dire, écoute, il faut négocier, il m'a dit non, no way. Lui il a 80 ans. Éternel. Il n'est pas inéternel, mais aujourd'hui, c'est lui qui tient. Et plus il vieillit, moins il sera enclin, je pense, à accepter des négociations. Jean-Paul Chagnolot, ça va être compliqué. L'Iran, c'est un archipel de pouvoir. C'est bien difficile d'entrer dans la boîte noire de cet archipel de pouvoir. Alors moi, les quelques éléments d'information que je peux avoir, c'est plutôt une tendance véritablement, surtout avec le nouveau président, c'est d'essayer de négocier avec les Américains. Et je crois que c'est important. Il y a un discours du guide il y a 2 jours qui semblait montrer que on va s'occuper de nos affaires nationales et on s'occupe plus. Il dit on s'intéresse plus aux proxys. Il a une phrase dans son discours où il dit nos alliés, c'est leur problème. Ils ont à gérer leurs problèmes et nous avons à gérer les nôtres. Et les bons interprètes de cette politique iranienne disent ça veut dire qu'on revient sur du national. Et le national, c'est nos intérêts nationaux. Et il semble que ça soit cette direction. Mais c'est vrai que dans tout système, en plus, quand il y a un archipel de pouvoir, il y a des contradictions. Et une de ces contradictions, elle est très importante, c'est vrai, c'est qu'ils sont à 2 doigts d'avoir l'arme nucléaire. Il faut être clair. Ils sont pratiquement au seuil. Donc certainement, il y a des forces en Iran qui veulent pousser pour aller jusqu'au bout. Et évidemment, ça peut poser des problèmes majeurs au moment de la négociation. Moi, je pense plutôt qu'on va aller vers une négociation, mais personne ne peut savoir quelle sera l'issue de cette négociation, si au terme de cette négociation, il n'y aura pas à nouveau une confrontation possible. Vous voyez, mais la première phase me paraît être celle de la négociation. Patrick Saint-Paul, est-ce que vous pensez que Netanyahou pourrait tenter d'entraîner les Américains dans des frappes contre l'Iran ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut commencer tout seul en se disant mon allié américain sera obligé de suivre? Il ne peut pas aller frapper directement le territoire iranien sans l'appui des États-Unis. Il faut les ravitailleurs en vol américains qui donc logistiquement, c'est pas possible. Logistiquement, c'est pas possible. Après, il peut créer une situation qui fait que ça déclenche des opérations où les États-Unis sont obligés de le soutenir. Il peut piéger les Américains dans un soutien. Est-ce que Trump tombera dans le piège? En fait, beaucoup de ces questions, et on arrive presque à la fin, tournent autour de la relation entre Bibi et Trump. Qui tient qui dans cette relation? Qui n'est pas aussi évidente qu'on le pense, parce que si on se souvient de Witkoff, sur le cessez-le-feu à Gaza, il a tordu le bras un jour de Shabbat à Benjamin Netanyahou. Idem sur le Liban aussi. Donc, j'allais dire, cerise sur le gâteau, on a quand même assisté il y a 1 mois à des négociations officielles entre les États-Unis et le Hamas. Il y a eu 4 rencontres, dont 2 seulement étaient connues des Israéliens. Les États-Unis ont négocié avec le Hamas. Si on avait dit ça il y a 1 an et demi, on se serait fait ridiculiser. Donc l'idée ou l'image que peut donner parfois Trump de lâcher la bride sur le cou de Netanyahou est une fausse image? Parfina Bassis. C'est intéressant parce que d'abord, cet accord qu'on a eu pendant 42 jours pour le relâchement des 33 otages, c'est M. Trump qui a forcé la main non seulement à Hamas, mais aussi à M. Netanyahou. Et si on regarde cette interview que vous avez mentionnée tout à l'heure de Steve Witkoff avec Tucker Carlson il y a 3 jours, qu'est-ce qu'il a dit, M. Witkoff, sur M. Netanyahou? Il a dit qu'il pense que M. Netanyahou a tort parce que M. Netanyahou va à l'encontre de l'opinion publique israélienne. Donc l'administration Trump pense d'abord aux intérêts de l'administration Trump.
Donc c'est Trump qui a l'ascendant. Pas les intérêts de M. Netanyahou. C'est Trump qui a l'ascendant et Bibi doit faire attention à ne pas aller trop loin. Oui, je pense d'une certaine façon, et idem pour l'Iran. Oui, Jean-Paul Chaniolo. Je pense que ce qui s'est passé effectivement au tout début, c'est que, n'oubliez pas la chronologie, Trump voulait arriver avec une sorte de victoire diplomatique et il a obtenu son cessez-le-feu. Autrement dit, c'est lié à son arrivée au pouvoir. On a tordu le bras à un moment où Trump avait besoin de cette victoire. Oui. Mais par la suite, il y a eu une livraison de ces armes qui avaient été suspendues pendant un certain temps, c'est-à-dire des bombes d'une tonne que l'administration Biden avait suspendues. Et là, il me semble vraiment, avec tout ce qui vient d'être dit ces dernières semaines ou ces derniers jours, l'administration de Netanyahou a les mains libres. Il a vraiment l'appui de Bush, le beau de Trump de manière tout à fait importante. Il a un boulevard grâce à Trump de ce point de vue-là. Pour vous, c'est lui qui a la main ? Pour moi, je crois qu'il a la possibilité d'aller au bout de sa politique. Et sa politique, il ne faut pas l'oublier, c'est aller au bout d'une liquidation de la question palestinienne en dominant son environnement régional. Et c'est ce qui se passe concrètement, que ce soit à Gaza ou que ce soit en Cisjordanie. Et dans des conditions qui sont particulièrement préoccupantes. Eh bien, merci, c'est le mot de la fin. Merci à tous les quatre pour vos analyses très pertinentes. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.